rencontre, quand on vous écoute surtout, on a l'impression de rencontrer un homme en colère. Êtes-vous un homme agressif, rempli de colère? Non? Non, je suis pas. Je peux me mettre en colère, mais je suis plutôt d'un naturel ricaneux. Non, c'est pas... Pas pour rire des autres. Non, rire Et de vous? avec les autres. Oh oui, puis même de moi. Vous avez un gros ego, hein? Ah oui? Il me semble. Parce qu'on peut vous faire sortir de vos gonds, c'est vous qui le dites avec fierté, en 20 secondes. Oui. Oh, oui, ça c'est vrai, par exemple. Parce que les propos que vous tenez, vous les tenez envers et contre tous, et vous pensez même avoir raison. Ben, quand vos pères vous chicanent, vous continuez à dire que ça n'a pas d'importance. Oui, tout ça est vrai. Je pourrais pas le nier, c'est vrai. Je recule pas facilement lorsque je crois que j'ai raison. Et vous avez toujours raison? Souvent. Dans des domaines que je connais bien. Est-ce que vous avez été lynché sur la place publique? Pas du tout. Pas du tout. Si j'avais été lynché, je ne serais pas ici avec toi. Pourtant, c'est la première fois que vous revenez sur nos ondes. Ça, vous avez été remercié. Oui. Parce que vous n'avez pas de rancœur? Non, pas du tout. Pas là-dessus. Mais je peux être vengeur, Jean-Luc, comme ça n'a pas de bon sens. Ça dépend sur quoi. Sur quoi? Pas là-dessus. Tu sais, on me remercie. Écoute, le fait d'être en ondes, le fait d'être invité, c'est un privilège qu'on m'accorde. C'est pas un dû. Alors, si on me dit, Maillot, on veut pas de toi, je reste chez nous, puis j'ai beaucoup de plaisir, puis je suis bon en psychiatrie. Je suis très correct en psychiatrie. Je suis pas cow-boy. Il n'y a pas eu des glissements professionnels de votre part? Pas du Vous tout. le reprochez? C'est-à-dire, on peut me reprocher des choses, mais non, il n'y a pas eu de glissement. Vous, en conscience, jamais vous avez fait un glissement professionnel? Ah non, au contraire, j'ai innové. Mais Jean-Luc, tu ne savais pas, j'ai été invité à donner des conférences à la Mecque de la psychiatrie à Toronto. Je suis le deuxième Québécois, on est seulement deux. Au Clark Institute of Psychiatry de Toronto en Mais 92. vous avez compris ma question, par exemple. Ma question, c'est pas de savoir si vous avez été invité ailleurs parce que vous êtes bon. Ma question, est-ce que vous avez fait du dérapage professionnel? Pas du tout. Jamais. Non, je ne serais pas ici. Je parlais de la façon dont, à l'occasion, vous retournez des gens, alors que dans la même phrase, vous dites, ils sont souvent ici parce que je suis leur dernier recours. Oui. Et vous lui dites, va-t'en chez vous, ta fille c'est une traînée, ta mère c'est une Oh non, à pavane. la radio, il ne faut pas confondre. Au bureau et à la radio. Puis c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, votre fille s'est amenée à un stade de déchet et il vous appartient d'en prendre soin. Est-ce qu'il y a une différence entre un psychiatre à la radio et un psychiatre en cabinet? Ben oui, je suis pas à la radio pour traiter le monde. Ben Mais oui. eux autres, ils pensent ça, les gens qui vous appellent. Ouais, ben ça, ils se mettent dans une situation de confiance et de référence envers vous. Oui. On est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. À partir du moment où il dit « je n'ai plus de recours, j'appelle Maillot » et que je me fais virer de bord, est-ce que vous vous couchez des fois en vous disant « il y en a peut-être une qui s'est sacrée en bas du fleuve, en bas du pont » ? Non, jamais arrivé. Jamais, puis je pense pas que, non. Je ne crois pas créer du désespoir. C'est assez surprenant, mais est-ce que tu savais qu'il n'y a jamais eu un seul appelant qui a porté plainte, soit au Collège des médecins ou au poste de radio? Beaucoup de monde a porté plainte contre moi, au nom des faibles et démunis. Mais que quelqu'un a appelé et a porté plainte, le conseil, la remarque, m'a nui, c'est pas encore arrivé après 24 000 appels. J'en reviens pas. On se trompe tout en rapport avec Maillot. Il y en a plusieurs qui se trompent. Maillot se trompe pas. Sur certains points, c'est lui qui l'a. Sur certains points. Il connaît son affaire. Il est tannant, il dérange. Et je suis ici parce que je connais bien l'humain. Je connais intimement l'humain. Suite à ce que j'ai dit à ma grande traite, on commence à se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées. Oui, mais ça, c'est votre argument de défense. Ça, vous en servez. Autrement dit, la provocation, c'est une initiation à la réflexion. Et puis, à partir de ce moment-là, on est capable peut-être de faire Ça que peut. les gens... Oui, Tu sais, là-dessus, j'irai mollo, mais ça peut. La provocation peut être un élément où le fait de parler de sujets dont on ne parle pas, d'oser attaquer la Sainte Mère québécoise. Je suis le premier qui l'ai fait. Tu conviendras avec moi? Il n'y a personne. Il y a 40 ans, la femme, lorsqu'elle accouchait, c'était une descendante de la Vierge Marie et elle était sainte ipso facto.
Alors là, moi, je dis, écoute, on descend ça sur le piédestal, il y a des femmes extraordinaires, puis il y en a d'autres, c'est des charognards. Hey, si tu avais vu les courriels. Mais il y a des hommes aussi qui sont des... Mais ça, on le savait. Ça, on se le disait. Des irresponsables, des ticlins. Ben, il y en a plein au Québec, des lavettes, des tapis. On a tout un vocabulaire, là. Pour l'homme. Ah, pour l'homme, là. La femme était une intouchable. Pourquoi la femme québécoise est castratrice? Pourquoi vous nous dites ça? J'entends ça. Ah, c'est une femme castratrice, vous êtes castrée, vous êtes... Guerre des sexes. Écoute, à partir du moment où les femmes ont une infériorité physique, comment réagissent-elles collectivement à cette infériorité physique-là? Elles s'unissent, vous pensez, et brandissent le féminisme? Non. Elles bouffent du testicule du petit garçon. J'ai l'impression que c'est une revanche pour une ingratitude de la nature. Hey, c'est pas fait ce que je te dis là. Mais c'est juste une idée comme ça. Non, en fait, c'est du maillot. Ça va dans c'est une réflexion. C'est une réflexion qui n'est pas basée Sur votre science, exact. mais sur une réflexion que vous faites des gens autour de vous, de la vie, ce que vous observez peut-être. Celle-là, c'en est une. C'est issu de mes connaissances empiriques. Mais cependant, nourri et teinté d'une provocation. À peine. À peine. Le père fourniquait avec les petites, OK? La mère levait la petite à 11 h le soir pour qu'elle aille faire une fellation au bonhomme. Hey, ça s'est fait, ce bonhomme, au Québec, là. Vous êtes le 3e homme amputé que je connaisse. Mon père, Arrête donc. Lucien Bouchard, Oui. et vous. Puis Lucien Bouchard, la même chose. En haut du genou, la même. Mon père aussi. Ben, arrête donc, toi. Oui. Avez-vous déjà essayé la prothèse? Ben oui. Oui. Ben, écoute, moi, c'est un os, regarde. Ah oui. C'est un os, c'est pas une amputation comme Lucien. Ça fait que ma prothèse, je peux pas porter beaucoup, puis il y a des exostoses. Moi, c'est un membre arraché. C'est pas un membre coupé. Alors, ça a été arraché comme ça. C'est pas une belle job. C'est pas une belle job, non. Puis ça a nécrosé, puis il a fallu que je sois greffé de peau. Parce que là, c'était l'os. Il y avait... Non, c'est pas chic. Alors, la prothèse, je peux la mettre pour aller soigner mes chevaux le matin. Mais après 1 heure, 1 heure et demie, là, surtout l'été, là, faut que j'enlève ça parce qu'autrement, ça va blesser. Et quand il y a une blessure, c'est minimum 3 semaines. Juste une petite égratignure, là, c'est 3 semaines avant que ça guérisse. Être meurtri dans sa chair, perdre une partie de soi, ne fût-ce qu'une jambe, est-ce que ça change quelqu'un? Pas tellement. C'est que ce qui m'a bien plus inquiété, c'est que j'ai saigné à mort. J'ai perdu tout mon sang sur le bord de la route. Je suis arrivé dans le coma, là, à l'hôpital. Et là, après ça, j'ai développé une réponse exagérée des plaquettes. Mon organisme s'est mis à répondre en fou, puis à me fabriquer des plaquettes sanguines de façon astronomique. Ça m'a fait capoter. Vous me répondez en scientifique, vous ne me répondez pas avec votre cœur. Oui, mais ce que je te dis, c'est... Dites-moi, quand tu es devant ton miroir, il te manque une jambe, tu es moins séduisant. Non, c'est l'autre jambe, moi, c'est la petite qui m'intéresse. Écoute, tu veux le savoir, moi te le dire. Non, moi, c'est bien plus le pénis qui m'intéresse. J'ai failli perdre le pénis puis le scrotum, savais-tu ça? Dans le même accident. Oui, oui, parce que ça a arraché. Vous n'avez pas eu de misère à faire le deuil de ça? Oh, non, il n'y a pas de deuil là. Ma maladie de sang m'a inquiété bien plus que la jambe. La jambe, là, fait pas un gros plat. J'étais bien assuré. Alors vous êtes... Très bonne assurance salaire. Regarde le gars du cash qui revient. Vous êtes à l'argent, vous, hein? Ben oui! Écoute, on ne vit pas avec l'air du temps. Ça vous a coûté une jambe, mais ça vous a payé un bras. Non, ça ne m'a pas donné grand argent, par exemple. Ça ne m'a pas donné grand argent. Vous êtes le deuxième qui me répondait ça, que le deuil d'un membre n'est pas si difficile à faire. Ouais, Mon père m'a dit ça. Pas pour un homme, voyons. Mon père m'a dit ça. Surtout quand tu restes moindrement viril, voyons, ils sont foutus. Ça prend moins de place dans le lit, pour ça. On développe des trucs. Si on vous enlevait maintenant, si on vous amputait de votre titre de médecin et de psychiatre, il y en a plusieurs qui aimeraient bien le faire. Je suis sûr que ça m'intéresse plusieurs. Pas tout, mais ça m'intéresse plusieurs. vous êtes bon psychiatre parce que vous réussissez à aider les gens qui sont malades dans leur tête? Oui, je suis bon. J'ai le contact facile. Puis je
Je suis capable d'établir un contact. Les gens qui viennent me voir se sentent facilement à l'aise et peuvent me parler de choses qu'ils ne disent pas aux autres. Ça, j'en conviens. Je pense que ça, c'est possible. Ben, je comprends. Mais vos pères ne disent pas ça de vous. Ça dépend. Il y en a qui me connaissent, puis écoute, je comprends un peu mes pères, parce que ça fait 25 ans que je fais de l'expertise devant les tribunaux. Et j'en ai planté plusieurs. Puis encore là, je suis accusé d'avoir planté un psychologue dans un rapport. Tu sais, c'est sûr, je suis pas, devant les tribunaux, je suis pas fin. Je suis pas bien fin. Alors, il y en a qui m'apprécient beaucoup, puis d'autres, là, le maudit, si on pouvait le tasser, tu sais. Jean-Luc, dans le cas de Denis Lortie, Oui, il y en avait Mais- 7 qui disaient contre vous. 7, à un moment donné, je me suis ramassé 7 qui étaient d'avis contraire au mien. J'ai été ébranlé. J'ai réfléchi et j'ai dit, selon ma formation, mon investigation, il était psychotique au moment de la tuerie de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas reculé devant 7. À un moment donné, il y en a 2 chez 7 qui ont changé d'idée, qui sont revenus à leur opinion initiale, qu'ils avaient écrit. Ah, c'était toute qu'une affaire, là. La pression était extrêmement forte. Je n'ai pas reculé. Qu'est-ce qui est arrivé à Kimvir, Gill? Qu'est-ce qui est arrivé à Marc Lépine? Schizophrénie paranoïde chez l'homme. Lorsque c'est pas traité, Jean-Luc, ils sont pas commodes. Oh, épeurant. Pas faire n'importe quoi. Tout ce que tu peux imaginer, ils peuvent le faire. Pourquoi le monde scolaire? Bizarrerie. Pourquoi Lortie, parti d'Ottawa, le centre de Québec, il s'est mis en voyant René Lévesque à la télévision, il s'est mis à délirer sur René Lévesque. Il était convaincu que le PQ allait exterminer la langue française au Québec. Parti avec ça, lui-là, là. Il s'est armé, monsieur, tout le kit. Vous, le milieu artistique vous craint, le milieu journalistique a peur, la TV vous invite parce que ça va faire un bon show, vos pères ne veulent pas rien savoir de vous. Ça va pas bien. Justement, parce que je n'ai pas, et je n'ai jamais eu de plan directeur. D'abord, j'avais jamais pensé faire de la radio. Ça faisait pas partie de ma game, moi, ça. J'avais fait un cours de psychiatrie, j'aimais ça, je faisais de l'argent, puis j'avais du fun avec ma ferme expérimentale à Puis là, Saint-Basile. vous en faites plus, puis vous faites plus de clinique. Écoute, Quel est votre rapport avec l'argent? oh, j'aime ça. Ah, mon père est un commerçant. Mon père est un commerçant. Êtes-vous un homme généreux de votre argent? Oui. Oui. Parce que vous pouvez avoir la gueule de l'avare, hein? J'aime l'argent, mais j'aime l'argent pour pas pour le pouvoir. J'aime l'argent pour la liberté de parole. Puis je vais te dire ceci. OK? Avant d'aller gueuler sur la place publique, je me suis assuré de ne rien avoir à mon nom. Vous êtes insaisissable. Et ça donne une liberté de parole. Et un Vous avez compris ce plaisir. que j'ai dit? Oh, j'entends vite. Vous êtes insaisissable. Insaisissable. Le ministère du Revenu Québec, c'est déjà essayé. Ils se sont baisés. J'avais un vieux pick-up tout Êtes-vous usé. plus puis un fier vieux d'être cheval. insaisissable pour ce que vous dites ou insaisissable parce que vous avez mis vos biens à l'abri? Attends un peu. Explique-moi un peu celle-là. Insaisissable. Ben, parce qu'on a la difficulté à cerner qui vous êtes. Mais que d'être insaisissable parce qu'on met ses biens à l'abri, c'est juste... Je suis très facile à saisir. Ceux qui me connaissent, mes amis, là, Ah ceux ouais? qui me... Oh, écoute, je suis pas compliqué, moi. Non? Oh, non, 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 non. Facile à saisir. Très clair. Qu'est-ce que ça prend là, pour être bien? Là? Pour être bien heureux, là? La ferme, 2 chevaux, Oh, oui, famille. le bois, m'en est dans le bois, puis je travaille, puis comme là, hier, je suis allé gosser après des arbres, j'ai branché une petite secousse, là. Faites une bonne sieste après dîner, j'aime ça prendre un bon petit dîner, puis une bonne sieste, là. Et puis après ça, je suis allé gosser après les arbres, j'ai regardé sauter les chevaux, puis... J'en demande pas plus, là. Notre société québécoise est composée de gens qui ont vécu et qui sont le résultat d'une formation récente, 1960, la Révolution tranquille, l'omniprésence de l'Église dans notre société. Qu'est-ce qu'on a échappé en ligne pour qu'on dise maintenant, on écrit un livre, puis il faut dire aux gens comment élever leurs enfants? Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Ce qu'on a échappé, c'est la réalité de ce que nous étions. On a mal saisi. On a mal jaugé. L'histoire de Sainte-Mère que je disais tout à l'heure, là, on a péché lorsqu'on a pensé ça. On a péché par ignorance, par aveuglement volontaire. On n'a pas vu la réalité, qu'il y avait des très bonnes personnes, puis il y avait des méchants crétins, et chez les hommes et chez les femmes.
On a oublié ça, parce qu'on avait mis sur piédestal la famille, un père c'est ci et une mère c'est ça, à l'image des pères et des mères de l'Église. Écoute, tout ce qu'il y a de crétins et de chrétiennes ont aimé ça comme ça se peut pas. Le père fourniquait avec les petites, OK? La mère levait la petite à 11 heures le soir pour qu'elle aille faire une fellation au bonhomme. Hey, ça s'est fait, ce bonhomme, au Québec, là. Je viens pas d'inventer quelque chose, mais on avait caché ça. Puis souvent, le curé est au courant pour ça. Ça s'est fait partout. Ça s'est fait partout. C'est intrinsèque à la nature humaine. Oui. Ben, je sais pas. Écoute, dans les autres... Mais comme psychiatre, vous devriez le savoir. Non, mais les autres, c'est parce qu'il y a des peuples secrets. Tu sais, Moyen-Orient, les Arabes, tout ça, là, c'est secret, ça, c'est discret. Puis les Mais Russes... ici aussi, c'est l'était. Non, mais ici, on a levé la couverture, puis là, on a des lignes ouvertes, puis, tu sais, on a mon émission l'après-midi, puis ça appelle, c'est 25 000 appels, là, tu commences à avoir une idée Est-ce que du vous Québec. saviez ça avant que les lignes ouvertes vous en informent? Non. Je ne pensais jamais qu'il y avait eu autant d'inceste au Québec. À qui peux-tu te fier si tu ne te fies pas à ton père et à ta mère, dans le fond, là, de façon naturelle? Est-ce qu'ils cessent d'évoluer au moment de l'abus? Si elles sont petites filles à 8 ans, C'est bien... elles demeurent petites filles à bien des égards? Ah oui, exactement. C'est ça. Ça bloque les stades de développement. Exactement. C'est pour ça que les enfants ont avantage à bien les traiter et à s'intéresser à leur développement. Parce qu'ils vont bloquer. Puis ça bloque pour vrai. Hein. Sur le plan émotif, relationnel, l'intimité, ça bloque de mille et une façons. Ça veut dire qu'un enfant, aujourd'hui, dont la mère a été abusée en bas âge, elle est une mère-enfant, donc peut-être peu capable d'élever correctement son propre enfant. Nuance. Oui, c'est une hypothèse possible, mais ça va dépendre du père. Le père peut être un facteur équilibrant, dépendamment de l'influence qu'il va exercer dans la famille. Mon père a refusé que mon frère soit enterré. Il a dit ça à qui voulait l'entendre, à tout le monde, à ma conjointe, à tout le monde. Il ne veut pas que mon frère soit enterré dans un des deux terrains de la famille au cimetière. Vous n'avez pas plus de trouble à faire envoyer promener la loi que même vos proches. J'ai lu qu'il y avait eu des déchirements familiaux importants. Oui. Ça n'existe pas, le lien filial? Ça n'existe pas, le lien familial? On est capable de couper ça? Oui, dépendamment. Vous, votre frère, là, c'est fini. Ah, c'est fini. Puis, ben écoute, mon père, je vais juste te dire ce que mon père a dit. Mon père a refusé que mon frère soit enterré. Il a dit ça à qui voulait l'entendre, là, à tout le monde, à ma conjointe, à tout le monde. Il ne veut pas que mon frère soit enterré dans un des deux terrains de la famille au cimetière. Alors, il était renié par son père suite à son comportement. Alors, il y a des limites, puis mon père est un homme très généreux. Et vous... Il l'a poursuivi, d'ailleurs, mon père l'a poursuivi. Hein. Il l'a poursuivi à 79 ans, il a poursuivi mon frère. Et mon frère, écoute, est obligé de... on s'entend-tu que vous n'êtes pas fait comme les autres? Tu veux dire... C'est assez rare qu'un père renie son fils au point de pouvoir l'enterrer Ouais, ben, il peut avoir et que l'autre frère accède à ça aussi. Il peut, oui. Et j'étais tout à fait d'accord, ça dépend du comportement. Alors, ce qu'il a fait était inacceptable à nos yeux. Le pardon? Oh, non. Bon. Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Et lorsque c'est grave, là, on ne fait jamais ça. Comment on vit avec une nature comme celle-là? Parce que ce que vous venez de décrire là, très certainement, vous fait aborder la vie et les gens d'une façon particulière. C'est pas évident, ça, ce que tu viens de mentionner là. Je vis bien avec ce que je suis et je suis très ouvert aux autres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec les patients, j'ai une tolérance inhabituelle, une ouverture rare. N'importe quelle couleur, race, origine, croyance religieuse, groupe d'âge. Je suis un des rares psychiatres qui traite enfants, adultes, vieillards. Pas beaucoup de psychiatres qui font ça au Québec. Est-ce qu'un psychiatre est capable d'aimer le genre humain? Parce qu'il voit toujours son travail. Non, moi, je n'aime pas le genre humain. J'aime certaines personnes, je suis capable d'en détester d'autres. Mais la bébite qui est l'être humain, c'est pas... Elle me fascine.
Mais si tu me C'est demandes pas ce une que je grandeur ressens- de la nature. Oh non, non, je suis pas de cette façon-là. Moi. C'est très... Non. Je suis pas ce type-là déterré-là, pas du tout. Pourtant élevé chez les pères. Oui, mais je suis très pragmatique. Moi, j'ai fait mes études avec les Anglais, là, puis tu peux être sûr, là, lorsque je parle en anglais, je passe pour un anglophone de tempérament, et avec la face que j'ai, je passe pour un juif n'importe quand. Ça veut dire ça? Dans un ascenseur, là, je me fais faire des beaux saluts par les juifs orthodoxes. Je ne sais pas si vous passez pour un juif, mais je sais pourquoi vous passez bien souvent. Quelle est votre grande satisfaction? Je pense que ma plus grande, c'est de pouvoir dire ce que j'ai à dire quand j'ai envie de le dire. Si tu n'es pas capable de tolérer certains excès, tu n'auras jamais ta liberté d'expression. Alors, le prix à payer pour continuer à pouvoir dire ce que l'on a à dire, c'est peut-être d'entendre des choses que vous dites à l'occasion. Oui, et que d'autres disent aussi, oh oui. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Ça me fait plaisir. Cette émission a été enregistrée au pavillon Jacques-Cartier sur les quais du Vieux-Port de Montréal.